Merci. On va passer aux orateurs du groupe. On commence par Mathieu Lefebvre pour Renaissance. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Zuckman pour cette audition. D'abord, c'est toujours une fierté que d'avoir des économistes qui réussissent aussi bien à l'étranger, donc merci à vous. Vous proposez une taxation supplémentaire des plus aisés dans notre pays. Je voudrais d'abord rappeler que cette majorité n'a pas baissé les impôts des plus riches, elle a baissé les impôts de tous les Français. Quand on supprime la taxe d'habitation et qu'on baisse l'impôt sur le revenu, on le fait pour l'ensemble des Français. Mais vous n'avez pas dit le contraire. En revanche, augmenter l'imposition des plus aisés dans notre pays se heurterait, je crois, à quelques écueils à la fois économiques et juridiques. Juridique, premièrement, comment contournerait-on les décisions du Conseil constitutionnel de décembre 2012 ? Économique, ensuite, on a bien vu que supprimer des taxes ne veut pas dire supprimer des recettes. Par conséquent, augmenter les taxes ne voudrait pas dire augmenter les recettes. Les prélèvements sur le capital sont aujourd'hui au même niveau qu'ils l'étaient en 2017. Ensuite, au plan quantitatif, vous nous dites les comparaisons européennes ne valent pas. Mais les recettes de taxation du capital en France restent toujours supérieures à ce qu'elles sont en Union européenne. On est à 23% en France contre 20% dans l'Union européenne. Et s'agissant du phénomène de redénomination des revenus que vous écartez au motif que nous n'aurions pas aujourd'hui les résultats concrets de l'évaluation du PFU, il y a une différence qui me semble importante, c'est que le PFU n'est pas pilotable. Il n'y a pas de crédit d'impôt sur le PFU. Quand on paye 25%, on paye 25%, tandis que l'impôt sur le revenu, lui, il peut être piloté. Par conséquent, l'écart qui existe entre le PFU et l'impôt sur le revenu mérite, de ce point de vue, d'être atténué. Donc ce sont l'ensemble de ces questions que j'aimerais vous poser. Et le dernier, c'est l'argument de l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu et par conséquent du risque d'expatriation. Les réformes qui ont été menées depuis 2017 ont contribué à faire revenir un nombre important de ménages soumis à l'imposition sur le patrimoine. Comment répondez-vous à cet argument et comment répondez-vous à l'argument d'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu quand on sait que 10% des contribuables qui acquittent l'impôt sur le revenu en acquittent 70% du rendement? Merci. Franck Alizio, Frédéric Cabrolier, j'ai Oui. deux noms. D'accord. Franck Alizio, merci. Merci, Monsieur le Président. Professeur, chers collègues. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour vos propos liminaires qui mettent en perspective le sujet que nous abordons. En effet, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale reste insuffisante, notamment au niveau international. Ainsi que vos travaux l'ont montré, les chiffres globaux de l'évasion des multinationales vers les paradis fiscaux sont exorbitants et démontrent que les efforts entrepris au cours des 20 dernières années, malgré ces efforts, un travail important reste à accomplir. En ce qui concerne la France, les sommes perdues, disons-le, pillées, chaque année sont difficilement quantifiées. Toutefois, les chiffres oscillent généralement entre 50 et 120 milliards d'euros par an pour la seule fraude fiscale. Aussi, même en se restreignant à la fourchette basse, il s'agit pour la collectivité d'un gisement de ressources considérables qui permettrait notamment d'éviter de faire peser l'effort toujours sur les mêmes et par exemple d'éviter de contraindre les Français à travailler 2 ans de plus et pas seulement. En ce sens, et parce qu'en tant que législateur français, c'est bien cela qui doit nous intéresser prioritairement, je souhaiterais connaître vos préconisations concrètes en matière de réforme législative qui permettrait de réduire les potentiels recours à des pratiques de fraude et d'évasion fiscale, notamment en ce qui concernerait un ou plusieurs outils bien identifiés que nous pourrions concrètement amender afin de réduire ces possibilités de fraude et d'évasion fiscale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Damien Modet pour le France Insoumise. Il faut fermer votre micro, Franck Alizio. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le professeur. Bon, en France, c'est le retour de la grève, des mobilisations. Ça a aussi été le retour des occupations des ronds-points, le retour aussi de la grande détresse sociale de la France qui ne vit plus de son travail. Je vous en citerai un sur le rond-point du Family Village de Limoges le 7 mars. Je touche 2 000 € par mois, je ne m'en sors pas. Le 15 du mois, je n'ai plus de thunes. Même le 5 du mois, je n'ai plus de thunes. Le prix de l'essence, le prix de l'alimentation, 2 000 balles par mois, j'ai 1 200 € de charges, le loyer, les assurances, un petit crédit, les mutuelles, la téléphonie. On n'en peut plus de se priver de la téléphonie. J'essaye de gratter tout ce que je peux. Ça ne peut pas durer longtemps, ça va finir par péter.
Je pense qu'effectivement, il y a un risque que ça finisse par péter. Pendant très longtemps, on nous a biberonné ici au ruissellement ou à la cordée. On nous a expliqué qu'avoir un grand nombre de riches, avoir des riches toujours plus riches, c'était signe de bonne santé pour l'économie et in fine de bonne santé pour les Français. Alors ça, c'est sûr que les riches sont en bonne santé. Le patrimoine des milliardaires a augmenté de 70% depuis le début de la pandémie. Les 500 fortunes ont une richesse équivalente à la production de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu 80 milliards de dividendes, 19 milliards d'euros de bénéfices pour Total. Pourtant, le pays est morose. Les boulangers voient leurs factures exploser et multipliées par 5. L'alimentation va prendre 20% au mois de juin. Et on a de plus en plus le sentiment que finalement l'élite économique du pays décroche complètement du reste de la population. Et c'est ce décrochage qui fait que peut-être que finalement ça va péter. Alors moi je vous pose cette question parce que je pense que vous avez peut-être des réponses sur comment on peut aussi apaiser la situation. Et ma question est simple. Vous avez affirmé que la France, le pays du partage des richesses, de la sécurité sociale, de la révolution même, était devenu un paradis fiscal pour les ultra-riches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer point par point en quoi aujourd'hui la France peut être définie comme un paradis fiscal pour les ultra-riches ? Quelles sont les conséquences de cette mue du pays de la sécurité sociale à un paradis fiscal ? Et comment on peut faire pour inverser la tendance dans le fond ? Merci. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Zucman, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais d'abord avoir un petit propos liminaire et puis ensuite vous poser très brièvement 3 questions. Propos liminaire, vous le savez, en 1968, lorsqu'il y avait des débats universitaires, l'une des questions fondamentales, c'était d'où parles-tu ? Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous préciser et expliciter votre parti pris idéologique, parce que, de toute évidence, il y en a un. Vous avez évidemment, là aussi, contribué, je dirais, à formuler le programme de Bernie Sanders aux États-Unis. Et donc, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Ensuite, venons-en aux 3 questions. Première question, c'est justement, vous avez à un moment donné indiqué que si on appliquait le programme de Bernie Sanders auquel vous avez contribué à la France, ça permettrait une rentrée fiscale de 25 milliards d'euros. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez le raisonnement que vous appliquez pour arriver à ce résultat et que l'on voit le processus et, qui arriverait là. Deuxième question. Vous avez dit ce matin même, la France toute seule peut faire sans accord international. Là aussi, comment pensez-vous que la France seule puisse agir efficacement en matière fiscale? Et puis ensuite, troisième question. Très récemment, dans un entretien à Davos, vous regrettiez que l'impôt mondial sur les multinationales, qui a été annoncé d'ores et déjà par 140 pays fin 2021, ne servira qu'à légitimer la concurrence fiscale. Là aussi, pouvez-vous nous préciser quels sont les arguments qui vous amènent précisément, justement, à cette conclusion? Je vous remercie. Merci. Mohamed Lakila pour le groupe MoDem. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Professeur, et merci à notre rapporteur. Revenons au sujet principal qui est l'évasion fiscale ou la lutte contre la fraude fiscale. D'abord, dire tout simplement qu'il faut éviter, je dirais, de parler d'optimisation fiscale et en même temps d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Ce n'est pas la même chose. L'optimisation fiscale, bien évidemment, quelque chose de légal. Vous avez rappelé aussi les clauses anti-abus quand on va au-delà de l'optimisation fiscale. Alors moi, je vais revenir sur 2-3 questions. La première, concernant d'abord les bons résultats obtenus en France en 2022 en matière de lutte contre la fraude fiscale. Je rappelle quelques chiffres. Les montants mis en recouvrement après contrôle fiscal atteignent 14,6 milliards en 2022, donc beaucoup plus qu'en 2021, et 10,6 milliards d'impôts ont été encaissés par l'État, parce que c'est bien de contrôler, redresser, mais encore faut-il encaisser. Donc, que pensez-vous de l'analyse, en tout cas, quelle est votre analyse de ces bons résultats? Vous n'avez pas parlé de fraude sur une recette principale pour l'État, qui est la TVA. Pensez-vous, par exemple, qu'en matière de lutte contre la fraude à la TVA, la facture électronique, qui sera mise en place dès 2024, est un bon outil? Et puis, toujours en matière de TVA, je dis toujours que pour éviter la fraude, il faut supprimer l'objet de la fraude. On l'a fait en matière de TVA intracommunautaire. Le jour où on s'est mis à faire de l'autoliquidation, il n'y a plus de fraude à la TVA en matière communautaire. On l'a fait aussi dans le bâtiment, en matière de sous-traitance. L'autoliquidation a fait qu'il n'y a plus de fraude à la TVA. On l'a fait également en 2018 en matière d'importation.
puisqu'on a supprimé aussi le paiement de la TVA avec l'autoliquidation. Que pensez-vous de la suppression de la TVA dans le B2B, donc avec le même, je dirais, le même process qu'en matière d'importation ou d'autoliquidation en matière intracommunautaire? Merci. Merci. Christine Pires-Boone pour le groupe socialiste. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, merci Monsieur Zucman pour ces éléments éclairants. Merci aussi à Madame Leduc pour cette audition au moment où le ministre Attal lance son plan de lutte contre toutes les fraudes. Avec un tel intitulé, on sait évidemment ce qui est visé, donc je ne peux pas commencer autrement qu'en rappelant l'évidence, d'une part que les enjeux de la fraude fiscale et de la fraude sociale sont sans commune mesure. Et d'autre part, quand on entend fraude sociale, on pense évidemment fraude aux prestations sociales. Elles existent, mais en réalité, plus de la moitié de la fraude sociale détectée résulte de la fraude aux cotisations sociales, et je pense que c'est bien de le rappeler. Une remarque aussi sur les propos de notre collègue Lefebvre, quand il dit que le gouvernement a baissé les impôts de tous les Français, en citant l'IR et la TH. Je veux juste rappeler que plus de 50% des Français ne payent pas d'IR et qu'avant la suppression de la TH, presque 20% ne payaient pas de taxe d'habitation. Donc ce n'est pas tous les Français. Monsieur Zucman, quelques questions. Quelle serait la mesure ou les mesures prioritaires à mettre en place pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale? Où en est-on sur les prix de transfert et la fraude carrousel? Concernant le registre des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les détenteurs des sociétés écrans, y avez-vous accès? Est-il fiable et utilisé? Et dernière question, par rapport aux propos liminaires que vous avez tenus sur l'écart de taux d'imposition effectif entre tous les groupes sociaux, sauf quelques-uns, pensez-vous que cette différence d'écart d'imposition soit un risque pour notre démocratie? Je vous remercie. Merci. François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur, pour vos propos. Il est vrai que lorsqu'on sait qu'il existe 55 000 sociétés dans un pays limitrophe, le Luxembourg, qui n'ont ni bureau et ni salariés, ce constat interroge. J'ai bien compris en fait que vous abordiez le sujet sous la forme de la fiscalité dans un village planétaire, puisque tout est facile désormais. Le groupe Horizon Apparenté aura 3 questions. Je vois une limite à votre raisonnement. Je souhaiterais savoir pourquoi vous excluez le taux de prélèvement obligatoire dans les pays, puisqu'en fait, il y a des prélèvements sociaux et des prélèvements, certes, en impôts. Et c'est d'ailleurs tout l'objet du travail de Gabriel Attal, qui a ouvert un groupe de travail transpartisan sur ce sujet. Ma deuxième question concerne la proposition que vous faites d'intégrer dans le patrimoine des sociétés, enfin le patrimoine des sociétés dans le patrimoine des personnes physiques. Lorsque l'ISF existait, ancienne version, dans notre pays, beaucoup d'entreprises moyennes, en tous les cas, ont vu des employés, enfin des détenteurs d'actions cesser d'investir dans leur propre société parce qu'ils payaient des impôts. Et la seule solution que trouvaient les banques pour leur prêter de l'argent, parce que ces sociétés avaient des déficits de capitaux propres, était de leur amener des fonds de pension, ce qui est d'ailleurs organisé le déménagement industriel de notre pays. Je souhaiterais vous entendre sur ce sujet. Et enfin, je souhaiterais savoir quels sont les pays, selon vous, qui seraient des exemples et où vos idées prospèrent. Merci. Pour le groupe écologiste, Christine Arrigui. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Charlotte Leduc d'avoir pris cette initiative qui nous permet de nous éclairer sur tous ces sujets qui nous permettront peut-être de considérer qu'aujourd'hui la lutte contre l'évasion fiscale est un vrai sujet de démocratie. Alors, Monsieur Zucman, vous avez répondu déjà à beaucoup de mes questions, mais j'ai gardé celle-ci et d'autres à l'esprit sur l'optimisation fiscale qui est non définie en droit et qui désigne des pratiques consistant à tirer parti des subtilités d'un système fiscal ou des incohérences entre plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l'impôt à payer. Là, je cite la définition du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est une définition qui est reprise lors d'un rapport de 2013 par la mission d'information de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.
Et donc, dans ce cadre-là, le Parlement européen parle quant à lui de planification fiscale plutôt que d'optimisation fiscale. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait définitivement tordre le cou à cette définition et quand on parle d'optimisation fiscale, en réalité, traiter de la question de l'évasion fiscale, mais également de l'évasion sociale, puisque souvent les deux sont intimement liés. Par ailleurs, vous avez évoqué la question du pilier 1 et de ses exonérations qui conduirait vraisemblablement à ce que, d'après ce que nous en savons, que moins de 70 entreprises soient concernées par les mesures du pilier 1. Est-ce que vous confirmez ce chiffre à l'issue des négociations qui ont pu intervenir? Et pensez-vous que nous avons encore la possibilité de revenir sur ces exonérations? Enfin, sur les questions du prix de transfert, qui sont un des leviers essentiels de fraude et d'optimisation fiscale, et donc de fraude tout court, en France, les entreprises qui le souhaitent le font valider par l'administration fiscale, leur choix de prix de transfert. Pour l'année 2022, nous avons appris l'ouverture d'une trentaine de demandes d'accord préalables sur les prix de transfert pour un stock évalué à 140 entreprises. Et donc, en cas d'accord, l'entreprise est exempte de contrôle sur sa politique de transfert. Que pensez-vous de l'efficacité de ce dispositif et des moyens alloués en France au contrôle fiscal des prix de transfert? Merci. Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, depuis plusieurs mois, des milliers de personnes manifestent dans toute la France pour protester contre le gouvernement qui utilise l'équilibre des comptes publics comme prétexte pour remettre en cause notre système de retraite. Cependant, il serait plus pertinent de se questionner sur le manque à gagner fiscal. Chaque année, il y a environ 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, voire davantage, car les estimations sont probablement sous-évaluées. Cet argent pourrait être utilisé pour doubler le budget de l'éducation nationale ou financer la retraite à 60 ans. Si l'Europe et les États-Unis faisaient front commun ou si seulement l'un d'entre eux imposait une volonté politique ferme sur la question, les paradis fiscaux seraient rapidement éradiqués. C'est là que se trouvent les milliards que le gouvernement recherche, pas dans les poches de nos concitoyens ou des collectivités locales. Comment pouvons-nous frapper ces paradis fiscaux plus durement aujourd'hui sans attendre qu'un autre scandale ne soit révélé par la presse? Et surtout, comment faire en sorte que l'évasion fiscale coûte à ces pays plus qu'elle ne leur rapporte? En outre, j'aimerais connaître votre opinion sur la pertinence d'inclure le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande dans la liste des paradis fiscaux et si établir une telle liste noire est une méthode efficace. Enfin, que pensez-vous du fait que dans les formations type fiscalité ou fiscalité d'entreprise, l'on peut apprendre comment contourner certaines règles dans une optique d'optimisation fiscale? Merci. Michel Castellani pour le groupe Lyot. Merci, Président. Merci, Monsieur Zuckman, chers collègues. 4 questions rapidement. Avez-vous, quel est l'état des études économiques qui établissent les relations entre une variation du taux marginal d'imposition et la variation du niveau de fraude? Pour être tout à fait clair, est-ce qu'une réduction du taux marginal d'imposition entraîne une baisse de la fraude? Ça, c'est la première question. 2. Quel dispositif de lutte contre l'évasion fiscale vous paraît efficace sur les mesures dites actives, telles que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou encore les systèmes d'impôt de nationalité tels qu'on peut le trouver aux États-Unis? Comment ce phénomène, d'ailleurs, est-il combattu dans les BRICS? Est-ce que, puisque vous avez un pied de part et d'autre de l'Atlantique, est-ce que vous constatez une différence de sensibilité sur cette question entre les États-Unis et l'Europe? 3. L'Union européenne peut-elle fonctionner sur un mode efficace, un mode équilibré, juste, je dirais, avec les différences de fiscalité qui sont actuellement pratiquées et l'existence de véritables paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union? Et enfin, 4, j'aimerais quand même réfléchir sur les causes de la persistance de ce problème d'évasion, de paradis fiscaux dont on entend parler depuis des décennies. Est-ce dû à la collusion d'une partie des grands décideurs, au refus d'un excès d'imposition qui peut être considéré comme une spoliation, ou une concurrence entre les pays pour attirer les super riches et les entreprises, ou d'autres causes? Voilà, merci. Merci. On va passer à des réponses à cette série de questions et il y en aura encore quelques-unes ensuite. Gabriel Zuckman, à vous.
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Il y a eu une première série de questions sur est-ce que la France, finalement, n'aurait pas un taux de taxation sur le capital et sur les hauts revenus particulièrement élevé par rapport aux autres pays. Par exemple, il a été mentionné que les recettes de l'impôt sur les sociétés sont à peu près au même niveau aujourd'hui qu'avant la baisse de l'impôt sur les sociétés. Un chiffre qui est trompeur parce que les bénéfices des entreprises ont explosé depuis 2017, en particulier dans le contexte post-Covid. Ça a été noté par la Banque Centrale Européenne, par les différentes institutions internationales. Donc l'assiette a explosé. Le fait qu'on touche autant de recettes fiscales d'IS en euros nominaux, ce que ça signifie, c'est que le taux effectif a baissé très nettement depuis 2017. Deuxième point sur la taxation du capital en France, qui est plus élevée que dans les autres pays européens. C'est pas faux, mais ça vient essentiellement de la lourdeur de la taxe foncière en France. La taxe foncière, comme vous le savez, est un impôt sur le patrimoine qui est très régressif parce qu'il ne touche que le patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier constitue l'essentiel du patrimoine pour les classes moyennes, mais après, quand vous montez dans la distribution des fortunes, l'immobilier converge presque vers zéro, hein, et c'est le patrimoine financier qui gagne en importance et qui n'est pas soumis à la taxe foncière. Donc il y a une taxation assez lourde du patrimoine immobilier en France, mais une taxation fort régressive et qui ne touche pas les grandes fortunes. Quant à l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu, c'est un chiffre qui n'est pas faux, mais qu'il faut interpréter avec grande prudence pour deux raisons. La première, c'est que la France a deux impôts sur le revenu. C'est une spécificité de notre système fiscal, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la CSG, CRDS, une grosse flat tax qui commence au premier euro de revenu perçu, et qui n'est pas du tout progressif, qui est une grosse flat tax et qui est très très grosse par rapport à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, à minima, il faudrait regarder la répartition de l'impôt sur le revenu total, c'est-à-dire IRPP plus CSG, CRDS. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, le fait que l'impôt sur le revenu des personnes physiques est assez concentré, ça reflète le niveau de concentration des revenus, le niveau d'inégalité, c'est-à-dire dans le cas extrême, où si vous avez un niveau extrême d'inégalité, une personne qui touchait tous les revenus du pays, cette personne paierait aussi 100% de l'impôt sur le revenu. Donc quand on dit l'impôt sur le revenu est très concentré, ça reflète aussi la concentration et peut-être surtout la concentration des revenus. Comment mieux réduire la fraude ? Alors, en plus des deux pistes de réflexion que j'évoquais, qui étaient d'abord de mieux utiliser les données qui sont issues de l'échange automatique d'informations bancaires et ensuite de mener des contrôles fiscaux randomisés afin de mieux quantifier la fraude fiscale et de mieux cibler les contrôles, j'aimerais évoquer une troisième piste de réflexion qui est l'idée de progresser vers la constitution d'un cadastre financier afin de créer davantage de transparence financière. Donc vous savez, le cadastre immobilier, c'est une des grandes créations de la Révolution française en 1792, et quand la France crée le cadastre immobilier, cadastre foncier en 1792, la richesse immobilière, la richesse foncière constitue quasiment l'ensemble de la richesse nationale. Et donc à l'époque, ce que ça revient à faire, ça revient à dire on va enregistrer la fortune dans un cadastre public, quasiment l'essentiel de la fortune dans un cadastre public. Depuis la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, les formes de la richesse, du patrimoine ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, une grosse partie du patrimoine privé, c'est des actifs financiers. Et ces actifs financiers ne sont pas couverts par le cadastre tel qu'il existe. Et je pense qu'il est important de faire évoluer nos outils, nos institutions du type cadastre pour s'adapter à la réalité de la richesse d'aujourd'hui. Donc concrètement, étendre le cadastre immobilier pour qu'il inclue le patrimoine financier, les actions, les obligations, les comptes en banque, etc. Ce qui permettrait de créer bien davantage d'informations, non seulement sur la répartition des revenus, la répartition des patrimoines, qui est une question d'intérêt démocratique majeur, mais aussi de pouvoir faciliter la lutte contre l'évasion fiscale sans avoir à être trop dépendant des informations qui sont fournies et donc du bon vouloir
des informations qui sont fournies par les banquiers situés, qui travaillent dans les institutions financières offshore. C'est-à-dire, pour le moment, on se remet 100% à leur bon vouloir, à leur honnêteté. Et la plupart d'entre eux sont certainement très honnêtes, mais certains, peut-être un peu moins, et vont avoir tendance à dissimuler leurs clients derrière des sociétés écrans, à prétendre qu'ils n'ont pas de clients français, etc. Donc il est important de créer des mesures objectives supplémentaires afin de mieux percevoir l'impôt. Pour ce qui est de la question de la France paradis fiscal pour les ultra-riches, donc j'aimerais bien expliquer effectivement la nature du problème, parce que je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien. Donc évidemment, la France dans l'ensemble est tout sauf un paradis fiscal, avec son taux de prélèvement obligatoire de 50% du revenu national, mais pour les très grandes fortunes françaises, que montre cette étude récente de l'Institut des politiques publiques, c'est que ces très grandes fortunes arrivent à échapper de façon quasi systématique à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et comment est-ce qu'elles le font ? Eh bien, principalement en interposant des sociétés écrans entre leur patrimoine, qui pour l'essentiel est des actions de sociétés cotées, des actions LVMH, des actions L'Oréal, des actions Kering, etc., entre leurs actions et eux-mêmes. Ce qui fait que quand ces sociétés payent des dividendes, ces dividendes atterrissent dans ces sociétés écrans, dans ces holdings, où ils ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, très concrètement, les dividendes de LVMH ou de L'Oréal ou de Kering qui sont versés aux actionnaires individuels normaux vont être sujets à la flat tax de 30%. Mais ces mêmes dividendes, quand ils sont distribués aux gros actionnaires de ces sociétés-là, ne sont pas sujets à la flat tax de 30%, parce que ces gros actionnaires interposent une société écran entre leurs actions et eux-mêmes, ce qui leur permet d'échapper, ce qui n'est pas possible, ce que le commun des actionnaires ne fait pas, mais ce qui leur permet d'échapper à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et ça semble difficilement... Je veux souligner qu'il s'agit d'un véritable problème de la fiscalité française, et d'un échec et d'une faille très grave, qui n'existe pas dans d'autres pays, et qui pourrait être réglé assez facilement. Donc pour résumer le problème, juste pour être sûr que tout le monde comprenne, je vais prendre les cas particuliers ne m'intéressent pas du tout, mais juste pour que tout le monde comprenne la nature du problème. Les actionnaires individuels, si vous avez des actions LVMH, vous touchez des dividendes de LVMH, vous allez payer 30% d'impôt sur ces dividendes. D'accord ? Bernard Arnault, lui, ne paye pas 30% d'impôt sur les dividendes, il paye 0% sur ces dividendes. D'accord ? Donc les mêmes dividendes LVMH, selon qu'ils soient payés à vous, actionnaires individuels, ou à Bernard Arnault, dans un cas, sont soumis à un taux de prélèvement de 30%. Donc ça veut dire que si vous voulez épargner, mettons, épargner ce dividende et le réinvestir dans LVMH, vous touchez 100, vous payez 30 d'impôts, vous pouvez épargner et réinvestir 70. Ça, c'est pour le tout venant des Français. Pour Bernard Arnault, il va toucher 100, il va payer 0, il peut épargner et réinvestir 100. Voilà, c'est ça le problème fondamental qui explique la profonde régressivité de l'impôt sur le revenu en France et qui se traduit par des taux effectifs d'impôt sur le revenu pour les grandes fortunes françaises de près de 0%. C'est-à-dire que dans l'étude de l'IPP, en fait, ils ont été jusqu'aux 37 ménages aux revenus les plus élevés. Et pour les 37 ménages aux revenus économiques les plus élevés, ils ont trouvé que le taux effectif d'impôt sur le revenu était de l'ordre de 0,2%. Donc on peut difficilement faire moins que 0,2%, d'où la conclusion qu'effectivement, pour les ultra-riches, la France est un véritable paradis fiscal. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Il y a trois solutions possibles. Il y a, disons, une solution à minima, qui consisterait à dire les dividendes qui, aujourd'hui, sont touchés via des sociétés écrans, devrait être sujet au PFU, à la flat tax de 30%, exactement de la même façon que les dividendes qui sont touchés en direct par les autres actionnaires. C'est-à-dire de rendre transparentes ces sociétés écrans d'un point de vue fiscal.
C'est exactement la façon dont ça fonctionne aux États-Unis, par exemple, depuis 2 lois, l'une de 1921, l'autre de 1937, qui imposent cette transparence fiscale pour les sociétés holding. C'est-à-dire que si vous êtes un riche contribuable américain, vous détenez des actions dans Microsoft, dans une société cotée américaine, vous créez une société holding pour s'interposer entre vous et vos actions, vous n'allez pas pouvoir échapper à l'impôt sur les dividendes. Cette société holding va être considérée transparente d'un point de vue fiscal. Les dividendes vont être réintégrés dans le revenu de ses actionnaires, de son actionnaire, et donc sujet à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la solution à minima qui consisterait simplement à dire, pour simplifier, consisterait simplement à dire les dividendes de Bernard Arnault doivent être taxés de la même façon que les dividendes des autres actionnaires de LVMH. J'insiste sur le fait que les États-Unis le font depuis un siècle. La France pourrait parfaitement, demain, imposer cette transparence fiscale des sociétés holding qui, aujourd'hui, permettent aux contribuables à haut revenu d'échapper à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Première chose. Deuxième étage de la fusée, donc réforme un peu plus ambitieuse, si on veut rétablir davantage de progressivité fiscale, consisterait à dire on pourrait rapatrier les dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu et les traiter comme les salaires. Alors, évidemment, ce serait revenir sur la réforme de la flat tax, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on aurait fait le premier étage, la première réforme à minima, ce serait beaucoup plus simple de bien taxer les dividendes au barème progressif, parce que la raison pour laquelle l'imposition des dividendes au barème progressif pouvait ne pas fonctionner, c'est qu'il y avait ces réponses d'optimisation fiscale où les actionnaires, effectivement, créaient des sociétés écrans, des sociétés holding, pour garder leurs dividendes dans ces holdings et pour qu'ils sortent de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Mais à partir du moment où on dit non, on va créer cette transparence fiscale, donc vous ne pouvez pas échapper à l'impôt sur le revenu en créant des holdings, il deviendrait beaucoup plus réaliste et faisable de ensuite réintégrer les dividendes dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui a été la tradition fiscale française depuis la création de l'impôt sur le revenu en 1914. Donc, en grosso modo, de 1914 jusqu'au début du XXIe siècle, les dividendes, les intérêts étaient taxés exactement comme les salaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et c'est en fait que depuis le début du XXIe siècle qu'on a eu une alternance de phases de flat tax et de taux progressifs. De mon point de vue, la raison pour laquelle il y a eu cette évolution, c'est la systématisation de l'utilisation de ces sociétés écrans qui a donné l'impression aux décideurs publics que finalement on n'arrivait plus trop à taxer les dividendes, mais j'insiste sur le fait qu'on peut résoudre ce problème en rendant transparentes, d'un point de vue fiscal, les sociétés écrans et les holdings. Donc ça, ce serait une réforme plus ambitieuse, deuxième étage. Troisième étage consisterait à dire, même si les dividendes étaient tous taxés, qu'ils soient perçus via des holdings ou non, même s'ils étaient taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, on pourrait souhaiter aller plus loin et avoir, en plus de ça, un impôt directement sur le stock de patrimoine, un impôt sur la fortune moderne. Quelle est la justification pour ça ? La justification, c'est que même si on arrivait à bien taxer les dividendes, il resterait possible pour les contribuables à très haut revenu de payer relativement peu d'impôts par rapport à leur capacité contributive. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, où, par exemple, d'après les révélations du média américain ProPublica en 2021, vous avez des milliardaires comme Jeff Bezos, comme Warren Buffett, comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui payent très peu d'impôts sur le revenu. Comment est-ce qu'ils font ? C'est pas en créant des holdings comme en France, puisqu'encore une fois, ces holdings sont transparentes fiscalement aux États-Unis, mais c'est directement en ordonnant aux sociétés dont ils sont actionnaires de ne pas verser de dividendes. Donc Facebook ne paye pas de dividendes, Amazon ne verse pas de dividendes, Tesla ne verse pas de dividendes, Berkshire Hathaway, possédé par Warren Buffett, ne verse pas de dividendes. C'est pour ça que même si on arrivait à faire les deux étages de la fusée que je décris, il y aurait, d'un point de vue économique, une justification pour aller plus loin et pour avoir un impôt directement sur le stock de patrimoine, parce que, in fine, il resterait encore possible pour les très grandes fortunes d'avoir relativement peu de revenus fiscaux. Si on allait dans cette direction, et ça va me permettre de répondre à une autre question qui a été posée, il serait très important de tirer les leçons de l'expérience française historique avec l'ISF et de ne pas répéter les erreurs qui ont été commises. J'ai expliqué les deux erreurs fondamentales, l'exonération des biens professionnels qui revenait
à exonérer les très grandes fortunes et les mécanismes de plafonnement. Je vais répondre à la question qui a été posée, qui est parfaitement légitime, sur d'où est-ce que je m'exprime. Je ne suis membre et je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique, quel qu'il soit, dans aucun pays quel qu'il soit. Je n'ai jamais été embauché ni payé comme consultant ou comme conseiller par aucun parti politique de quelque nature que ce soit, dans quelque pays que ce soit. Donc, c'est de là dont je parle. Donc, moi, 100% de mon activité, de ma rémunération, correspond à une activité de chercheur. Et ça a toujours été le cas depuis que je suis actif dans la vie professionnelle. Et je suis toujours ravi de parler de ces questions avec tous les décideurs politiques qui sont intéressés par améliorer le fonctionnement du système fiscal. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse foncièrement dans mes études et dans mes recherches, c'est comment s'il y a une demande démocratique pour un certain système fiscal, une certaine redistribution, une certaine progressivité, et c'est pas aux économistes de dire quel devrait être le degré de progressivité. C'est vraiment un choix public, collectif, c'est à la représentation nationale, au peuple de décider. Mais s'il y a une demande démocratique pour un certain système fiscal, là, je pense que là où les économistes peuvent se montrer utiles, c'est en expliquant comment on peut faire en sorte de répondre à cette demande, comment on peut faire fonctionner bien en pratique les impôts, comment on peut répondre aux enjeux qui sont posés par la concurrence fiscale internationale, par l'évasion fiscale, par la fraude fiscale, comment on peut apporter des solutions. Sur les recettes fiscales potentielles d'un ISF à la Bernie Sanders. Bernie Sanders, quand il s'était présenté aux primaires américaines du Parti démocrate en 2019-2020, avait proposé de créer un impôt sur les grandes fortunes qui commencerait à 32 millions de dollars de patrimoine net. Donc si vous possédez 32 millions ou moins, vous payez zéro. Et puis qui aurait ensuite des taux progressifs allant jusqu'à 8% pour le patrimoine net au-delà de 10 milliards de dollars. Donc si on prend ce barème d'imposition et qu'on l'adapte à la France, disons qu'on commence à 20 millions d'euros de patrimoine net. Si vous avez 20 millions d'euros, vous payez zéro et vous payez que sur le patrimoine net au-delà de 20 millions d'euros net de dette. Et qu'on applique le barème de la proposition Bernie Sanders avec des taux de 1% entre 20 millions et 50 millions, puis 2% entre 50 millions et 100 millions, etc., jusqu'à 8% au-delà de 10 milliards d'euros, un impôt sur la fortune de cette nature, s'il n'avait aucune exonération pour biens professionnels et aucun mécanisme de plafonnement, rapporterait de l'ordre, d'après les calculs que j'avais fait à l'époque en 2020, début 2020, juste avant le Covid, de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros par an, donc 1 point de PIB par an, pour un nombre de contribuables beaucoup plus faible que le nombre de contribuables qui étaient sujets à l'ISF, puisque l'ISF commençait à 1 million d'euros et que là, il s'agit d'un impôt sur la fortune qui commencerait à 20 millions d'euros de patrimoine net, donc à peu près 10 fois moins de contribuables que ceux qui étaient sujets à l'ISF. Un point de PIB. Depuis, le patrimoine des Français a fortement augmenté. Depuis la crise du Covid, le patrimoine des riches ménages a fortement augmenté, donc on serait plutôt de l'ordre, sans doute, 1,5 point de PIB pour un impôt sur la fortune de cette nature sur les ultra-riches. Il y avait une question très importante sur pourquoi est-ce que le pilier 2 de l'OCDE risque d'encourager la concurrence fiscale internationale et en fait légitime la concurrence fiscale internationale. Donc ça, c'est un point très important et qui n'a pas forcément été très bien compris dans le débat public et même dans le débat technique sur ces questions. L'accord sur la taxation minimale des multinationales va résoudre en partie un problème fondamental qui est la délocalisation des bénéfices, la délocalisation artificielle des bénéfices dans les territoires où il n'y a pas d'activité. Par exemple, les Bermudes, les îles Caïmans. Donc si une entreprise, par exemple, Alphabet en 2019 avait enregistré 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des profits considérables aux Bermudes, où le taux d'imposition est 0%, il n'y a pas de substance économique, il n'y a pas d'activité aux Bermudes, ce sera plus possible, quand cet accord sera implémenté, de payer 0% sur cette masse de bénéfices aux Bermudes. Ça, c'est un grand progrès dont il faut se féliciter. Néanmoins, ce que l'accord prévoit, c'est que si une entreprise a une implantation réelle dans un territoire, ça peut être l'Irlande, ça peut être les Pays-Bas, ça peut être la Suisse, ça peut être Singapour, cette entreprise va pouvoir exclure de l'assiette de l'impôt minimum les profits qui correspondent à son implantation réelle.
Et donc ça veut dire que, imaginez que un pays comme un territoire où il y a de la production, de l'activité, offre des taux effectifs d'imposition de 5%. Ça existe avec les différents régimes du type régime dérogatoire pour les redevances, etc. Donc si vous pouvez avoir un taux effectif de 5% sur vos opérations en Suisse ou en Irlande par exemple, dans l'accord pilier 2, il restera possible pour les entreprises concernées de ne payer que 5%. Et la philosophie sous-jacente à l'accord, c'est la suivante, c'est que la délocalisation artificielle des bénéfices dans les paradis fiscaux n'est pas légitime, il faut qu'il y ait de l'activité, mais en revanche, la concurrence fiscale standard, c'est-à-dire les pays se font concurrence pour attirer des activités de production, des usines, des sièges sociaux, etc., des bureaux, cette forme de concurrence fiscale-là, d'après l'accord, est légitime et il n'y a pas matière à imposer un taux minimal. N'importe quel taux, même 0%, est acceptable. C'est ça la philosophie qui sous-tend l'accord du pilier 2. Et c'est en ça que cet accord légitime la concurrence fiscale internationale. Pourquoi est-ce que c'est un problème, la concurrence fiscale internationale ? C'est un problème parce que c'est une forme de concurrence internationale qui alimente les inégalités, qui est une forme de concurrence internationale très négative. Elle alimente les inégalités car elle bénéficie avant tout aux sociétés multinationales, c'est-à-dire à leurs actionnaires, qui sont plutôt au sommet de la distribution des revenus des patrimoines, ou aux contribuables les plus mobiles d'une façon générale, les grandes fortunes, les hauts revenus. Et donc c'est une machine inégalitaire. Il y a d'autres formes de concurrence internationale qui sont des formes positives de concurrence internationale. Par exemple, si on se fait concurrence pour être les premiers à arriver à des émissions zéro de carbone, ça c'est une forme positive de concurrence internationale. Si on se fait concurrence pour avoir les meilleures universités, c'est une forme positive de concurrence internationale qui bénéficie aux classes moyennes, aux classes populaires, qui bénéficie à tous. Si on se fait concurrence pour avoir les meilleures infrastructures publiques, c'est une forme positive qui tend à réduire les inégalités. La concurrence fiscale, en revanche, est une forme très négative de concurrence internationale qui ne peut que miner le processus d'intégration économique européenne et la mondialisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas soutenable politiquement et économiquement d'avoir un processus d'intégration économique mondiale dans lequel les grands gagnants de la mondialisation ou de l'intégration économique européenne sont aussi ceux qui voient leurs impôts baisser. Baisse de l'impôt sur les sociétés, abolition des impôts sur la fortune, flat tax sur les revenus du capital, baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu, et vice-versa, augmentation des impôts sur la consommation, augmentation des flat tax sur les revenus type CSG. Ce processus, à l'évidence, n'est pas soutenable politiquement et économiquement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la promesse qui avait été faite dans les années 80-90, quand les accords qui régissent l'Union européenne et la mondialisation ont été signés. C'est-à-dire la promesse qui avait été faite à l'époque consistait à dire, les décideurs publics, les économistes à l'époque comprenaient bien que la mondialisation allait créer potentiellement des inégalités. Les accords de libre-échange, la libéralisation des flux de capitaux internationaux, ce qu'ils disaient à l'époque, c'est ça va accroître la taille du gâteau, ça va peut-être bénéficier plus à certains groupes privilégiés, favorisés de la population, ça va être moteur d'inégalité, mais, disait-il, ce n'est pas un problème, car il sera toujours possible de taxer les acteurs économiques qui bénéficient le plus de ce processus, afin de compenser les autres et de s'assurer que tout le monde gagne au change. Or, ce qui s'est produit, c'est exactement l'inverse de ce processus, puisque les grands gagnants de la mondialisation, au lieu d'être surtaxés, ont été relativement détaxés. Et donc, ça ne peut qu'à terme miner la mondialisation et le processus d'intégration économique européenne. Je vais conclure en... je crois qu'on a couvert la plupart des questions. Peut-être je vais conclure très rapidement, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur le pilier 1 de l'OCDE, donc la taxe sur les multinationales du numérique. Le pilier 1 de l'OCDE, dans le cadre de l'Observatoire européen de la fiscalité que je dirige, on a étudié de très près le pilier 2, le pilier 1, on a essayé de chiffrer les recettes fiscales et pour les différents pays du point de vue et dans une perspective mondiale du pilier 1. Le pilier 1 tel qu'il est en train d'être finalisé va avoir un impact extrêmement modeste. Très peu de sociétés sont concernées. On parle les estimations disponibles, que ce soit les nôtres ou celles de l'OCDE, sont très convergentes.
prédisent un surcroît de recettes d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 10 à 20 milliards d'euros au niveau mondial pour le pilier 1, quand pour le pilier 2, les estimations disponibles suggèrent, les estimations officielles de l'OCDE, qui sont très cohérentes avec les nôtres, suggèrent 220 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Donc pour le pilier 1, on parle vraiment de sommes qui sont négligeables, et donc de ce point de vue-là, il ne va pas changer grand-chose à la situation actuelle. Je vous remercie. Merci pour la